Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 38, on parle d'aide alimentaire. Bienvenue à Studio Libre. La dernière fois que j'ai parlé à mon invité, je lui avais demandé qu'est-ce qui se passe avec le projet dont on parle aujourd'hui. Et elle m'avait dit ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça marche. On est en train de faire des démarches. Et j'ai vu très bien dans son regard qu'elle était peut-être un peu plus avancée dans le processus que ce qu'elle me disait. Mais aujourd'hui, on peut en parler vraiment. C'est du réconfort en sac avec Marie-Pierre Chaput, le Moisson Outaouais. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Sylvain. Et c'est vraiment quelque chose de très important, je dirais, de repartir ce projet-là du réconfort en sac parce que c'est quelque chose qui est, bon, on s'entend un peu coûteux, là, ça coûte 30 000 pour 15 000 sacs et ça apporte vraiment du réconfort, comme on le dit, et c'est facile de mettre de la bouffe, de la bonne bouffe saine sur la table des gens et en plus de tout ça, ça se conserve longtemps. J'imagine que après le succès de la première édition, ben ça a été pratiquement comme du beurre dans le poire de faire une deuxième. Là. Effectivement, c'était certain pour Moisson Outaouais qu'on voulait relancer l'édition cette année en 2026. Les organismes étaient unanimes. Là. Les organismes nous ont dit ce projet-là, on l'aime, on l'adopte, on veut le revoir, on veut le voir revenir. Puis même les bénéficiaires, hein, on a eu des vingtaines de témoignages là, quand on a lancé l'année passée qui nous disaient la soupe est excellente, c'est comme si c'est une soupe maison, c'est réconfortant. Il y a des gens qui nous disaient moi j'ai peu d'équipement, j'ai pas de poêle, puis je peux la faire chauffer au micro-ondes. C'est un avantage. Exact. Donc, il y a tellement de situations variées qui font en sorte que ce projet-là nous confirmait qu'il répondait vraiment à un besoin. Après ça, on avait besoin d'un partenaire. Évidemment. Et c'est là que la famille Ravanda est rentrée dans le projet. Qui est la famille Ravanda pour ceux qui ne les connaîtraient pas? Bien, en fait, la famille Ravanda, c'était eux aussi qui étaient propriétaires du club piscine. Ah, d'accord. Donc tout est dans tout, comme on dit. Exactement. Donc, vous vous rappelez, l'an passé, c'était Club Piscine qui avait fait le don pour le réconfort en sac. Puis cette année, la famille Ravanda ont vendu le Club Piscine, mais ils ont décidé de continuer à s'impliquer avec nous dans ce beau projet. Donc, ça nous a permis de relancer encore une fois cette édition, cette deuxième édition dont nous sommes très fiers. Oui, parce que c'est quelque chose qui apporte facilement et rapidement, comme on disait, avec peu de moyens, on est capable de faire une soupe qui est très bonne. Comme on dit, même un micro-ondes, on peut faire bouillir de l'eau. C'est relativement assez facile pour même quelqu'un qui se trouve dans une situation précaire. Et pour les organismes à qui vous donnez ça pour la distribution, ben c'est facile dans une boîte, on est capable d'en mettre beaucoup. Puis c'est un peu ce que je trouvais génial du projet, c'est que même si on les passe pas dans la semaine, ben ça se gâte pas, là, c'est sec. Et j'imagine que quand vous avez fait votre tour d'horizon de la première édition, c'est une observation qui a été faite par les organismes. Effectivement. Puis, ce qui est intéressant avec Réconfort en sac, c'est que, vous savez, l'approvisionnement chez Moisson Outaouais, c'est quand même cyclique. Là, parce que, par exemple, l'été, où on va avoir accès à plus de fruits et de légumes. Parce que c'est la saison. Exactement. Puis, par exemple, l'hiver, on va avoir des périodes plus creuses. Donc, ça nous permet vraiment de venir bonifier l'offre dans des moments où c'est peut-être plus difficile. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Ça nous permet, comme tu disais, au niveau de la logistique, là, c'est hyper facile. Ça prend peu d'espace. Ça se distribue bien. Ça se conserve longtemps. Les usagers sont contents. Ils aiment le produit. Puis, ça nous a même poussé cette année. On est en train de faire des tests là, pour bonifier les recettes. Donc là, encore, on sort 4 soupes à l'édition 2026. Mais on est en train de faire des tests à l'interne pour un plat de pâtes qui va probablement sortir bientôt. Toujours aussi sec dans le même format, là? Exactement. Donc, avec des tomates séchées, entre autres, des pâtes, des lentilles. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant. C'est diversifié. Exact. Puis, on est en train aussi de regarder au niveau de
des déjeuners, par exemple. On pourrait penser à une crêpe ou des muffins. Donc, on est en train de faire des tests là, dans notre cuisine en ce moment là, pour voir quel genre de produit, puis pour bonifier un peu l'offre qu'on a pour faire changement des soupes. Donc, ça pourrait être bientôt un repas de pâtes, un déjeuner, un dessert. Et aussi, j'imagine que c'est la facilité de faire. Les ingrédients sont, exemple, donnés dans des bacs et on peut le faire à la chaîne. Là. Est-ce que vous faites encore le traitement de ces sacs-là à la chaîne comme on faisait à l'époque l'an dernier? Oui, effectivement. Donc, le même processus. On invite aussi souvent les entreprises de la région à s'impliquer pour faire ce travail-là à la chaîne. Donc, souvent, 2 à 3 fois par semaine, on va se garder là, des corps de bénévoles là, disponibles dans notre entrepôt ou dans la cuisine. Puis, les entreprises vont se mettre à la chaîne, vont faire les sacs. Puis, nous, c'est toujours un plaisir de les recevoir. En même temps, eux, ça leur fait une petite activité de team building, on peut dire. Ben oui. Puis, ça nous donne un bon coup de main pour permettre de faire plus de sacs puis de les distribuer par la suite. Vous avez quand même 15 000 sacs, si je ne me trompe pas, dans la première édition. Vous avez aussi un 15 000 sacs dans la deuxième. Est-ce que vous voudriez mettre plus de sacs, évidemment? C'est sûr que ça prend un don un peu plus substantiel, mais est-ce que le 15 000 rentre dans ce que vous avez comme objectif ou vous aimeriez justement en avoir plus pour en donner plus longtemps aussi? Pour ce qui est des soupes, 15 000, on pense que c'est un chiffre qui est raisonnable dans le sens que, comme je disais tantôt, on vient vraiment bonifier l'offre. Donc, c'est un produit qu'on va plus distribuer pendant la période hivernale. Aussi, ça se prête mieux aussi parce que c'est chaud, évidemment. Exactement. Par contre, si on vient bonifier l'offre avec, par exemple, des desserts, des déjeuners ou des repas, là, on pourrait évidemment songer à augmenter la quantité là, à distribuer parce qu'on viendrait vraiment diversifier l'offre puis pouvoir distribuer sur une plus longue période aussi. Comment est-ce qu'on gère tout ça, cette quantité-là phénoménale de denrées qui rentrent et qui sortent avec une équipe qui est quand même pas 150 employés, là? Non, effectivement. Les opérations font un travail là, exemplaire. C'est sûr qu'on a une horaire qui est établie. Actuellement, c'est sûr que pour nous, c'est un petit peu difficile. On manque d'espace. Je vais pas me cacher. On a 2 remorques actuellement qui sont stationnées dans nos quais de chargement qui nous donnent de l'espace d'entreposage congelé. Puis il y a une rotation à faire parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va chercher la nourriture, par exemple, dans les épiceries, elle arrive chez nous. Elle doit être réfrigérée dès l'instant où elle arrive. Mais cette nourriture-là, il faut la trier par nos équipes de bénévoles. Donc, il y a comme une rotation à faire aussi dans nos frigos, dans nos congélos pour s'assurer que le stock qui rentre soit trié, puis que, inversement, les denrées soient consommables quand ils sortent. Donc, toute cette logistique-là demande vraiment des mains de maître. Et ça, c'est nos gars d'entrepôt qui font un travail exemplaire. On a récemment numérisé aussi notre entrepôt. Donc, on est rendu avec une plateforme qui s'appelle Toucan. Puis ça nous permet vraiment d'avoir un inventaire complet. Puis ça, c'est numérisé. Ce qui est intéressant, c'est que quand on offre la nourriture à nos organismes, maintenant qu'on est numérisé, les organismes ont accès à l'entièreté de notre entrepôt. Ils peuvent choisir les aliments qui les intéressent selon aussi leur capacité de réception. Ah oui. Avant, ça se faisait comment? C'est qu'on envoyait un peu selon les demandes, mais c'était peut-être pas... c'était peut-être un peu moins proactif? En fait, c'était quand même très bien, mais c'était encore version papier. Donc, on avait un bon de commande. Les organismes l'envoyaient. Des fois, c'était par télécopieur. Là, on s'est adapté. Puis, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va mesurer là, dans les organismes. Ils vont nous dire, par exemple, nous, on dessert 250 personnes par mois. Donc, selon les organismes, combien de personnes ils desservent, on leur attribue un taux de partage, puis c'est ce qui fait le nombre de quantités qu'ils ont le droit de choisir dans notre entrepôt. Donc, de cette façon-là, c'est plus équitable. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet aux organismes, par exemple, je sais pas, moi, la Banque alimentaire de la Lièvre dit, moi, Marie-Pierre, je passe beaucoup de lait, puis on a un organisme qui en a pas besoin, ça passe pas. Ça nous permet de s'assurer que tout passe, puis qu'il y ait moins de pertes, en fait. J'imagine que quand on essaie de passer la nourriture, il y a une perte, mais vous évaluez votre perte à combien? C'est très minime chez Moisson Outaouais, notre perte, pour la raison qu'on a une cuisine de transformation.
Ouais. Donc, cette année aussi, on a développé avec nos cuisiniers les potages. Ah, ben oui, belle façon de passer des légumes. Exactement. Donc, parce qu'on va se le dire, c'est vraiment au niveau des fruits et légumes souvent où il y a le plus de pertes parce que, bon, les aliments arrivent du programme de récupération au supermarché. Soit que il y a une POC ou dans le sac d'orange, il y en a une qui est peut-être moins intéressante. Donc, c'est sûr que nous, on leur donne déjà une deuxième vie, là. Donc, c'est assurément qu'il va y avoir des pertes quand ça arrive chez nous. Cependant, avec le potage qu'on a mis en place cette année, ça nous permet vraiment d'aller encore plus minimiser les pertes. Parce que là, on prend le piment qui a une petite poque, on enlève la poque puis on le met dans le potage. Donc, on vient vraiment là, faire un cycle complet, puis ça réduit vraiment le gaspillage et nos pertes par l'effet même. Et ça s'en va où après un potage? J'imagine transporter ça, il faut quand même que ce soit hermétique pour pas qu'il y ait de dégâts partout, surtout dans les camions. Là. Bon, on sait, on connaît les rues de Gatineau, ça brasse un peu. Donc, comment vous organisez ça pour que justement tout se rende à bon escient, à bon port et que ce soit en un seul morceau? On le congèle. Ah, c'est ça notre truc. Ben donc, oui. On congèle le potage. Donc, c'est beaucoup plus facile à transporter une fois congelé, moins de risque de dégâts. Puis, ça se conserve plus longtemps, évidemment. Oui. Et on parle, bon, quand une denrée rentre versus quand elle sort, il s'écoule combien de temps? Entre la réception, c'est sûr que ça doit varier, mais en moyenne, on parle de combien de temps? Là, pour juste donner une image à quel point ça roule vite. Environ 24 à 48 heures. OK, je pensais plus que ça. Non, c'est très, très court parce que, bon, on en a parlé, là. On a le programme de récupération en supermarché qui est aussi la deuxième vie aux fruits et légumes. Donc, il faut que ça aille vite, là. Il faut vraiment que ça aille vite. C'est pour ça qu'on a vraiment 2 équipes de bénévolat à chaque jour sur les 2 tables. Donc, on a une grosse équipe d'environ 10 à 15 bénévoles qui font du tri, là. Quand même. Toute la journée, toute la semaine. Puis on ouvre régulièrement les samedis aussi, là, parce que si on a du retard ou on a plus d'aliments, il faut les traiter rapidement. Et on parlait de bénévoles, vous en avez beaucoup. Et on dit, bon, un peu partout à travers les organismes ici communautaires en Outaouais, que c'est difficile de trouver des bénévoles. Où est-ce que vous les trouvez, vos bénévoles? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est une job de tous les instants, comme on dit? On est très chanceux chez Moisson Outaouais. Notre taux de rétention il est excellent. Nos bénévoles, on a des bénévoles qui sont avec nous depuis le début, là, depuis 2006-2007. Donc, on a vraiment des bénévoles qui sont assidus. Nous, la façon qu'on fonctionne, c'est avec des corps de travail. Donc, ça leur permet aussi d'avoir une certaine récurrence dans leur option de bénévolat. Donc, ça, je pense que c'est apprécié aussi. Le travail, je ne mentirais pas que c'est quand même un travail physique. Oui. Puis bon, les bénévoles, généralement, c'est aussi des gens qui sont près de la retraite ou retraités. Donc, ça peut être des fois le côté peut-être un peu plus difficile là, à aller chercher des bénévoles. Mais jusqu'à maintenant, je touche du bois, là, Sylvain, mais on est vraiment chanceux. On a un bon taux de rétention, puis les bénévoles sont au rendez-vous. On parlait aussi d'entreprises. Comment vous allez les chercher, ces entreprises-là, avec dire venez faire du bénévolat, venez faire des sacs de soupe? Est-ce que justement les gens sont enthousiastes au départ ou il faut vraiment essayer de les convaincre? De plus en plus, puis c'est surprenant, mais les entreprises désirent de plus en plus s'impliquer et impliquer les employés dans des causes qui vont faire que, bon, le sentiment d'appartenance aussi, puis de redonner à la communauté. Donc, je pense que c'est une belle alternative aussi, par exemple, pour une PME qui n'a peut-être pas nécessairement les sous ou le soutien qu'ils souhaiteraient pour faire un soutien philanthropique important dans une cause. Je pense que de cette façon-là aussi, ça démontre son implication, son engagement aussi avec son équipe. Puis je pense à, par exemple, l'Auto-Québec. Eux, ils ont un beau programme de bénévolat. On a pratiquement des gens du casino à tous les semaines chez nous. Oui, OK, je savais pas ça. Oui, chaque mercredi, on a une équipe du casino. Des fois, c'est du Hilton, des fois, c'est du casino. Puis ils viennent, ils font beaucoup de sacs de soupe. Oui. Puis c'est ça. Puis il y a plein d'autres entreprises aussi qui mettent sur pied là, des programmes de bénévolat. Donc, nous, ça nous fait toujours plaisir de les recevoir. Ce qui est accommodant pour Moisson Outaouais, c'est que nous, on est capable de recevoir aussi des groupes quand même assez nombreux. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour une entreprise quand ils désirent faire du bénévolat. Là. Et si une entreprise, bon, qui a 3-4 employés, dit, ben moi, j'aimerais ça faire du bénévolat à Moisson Outaouais, il peut vous contacter, j'imagine, directement. Mais est-ce que c'est plus difficile prendre une compagnie à 3-4 ou une compagnie à 15-20 qui remplit littéralement la salle?
Les deux, c'est différent. On a pensé vraiment pour les deux. Donc, tout est possible. OK. On a monté des forfaits d'implication. Donc, une entreprise qui désire s'impliquer nous contacte. Nous, on lui envoie les forfaits, les disponibilités. Il choisit, il se présente avec son équipe. Donc, c'est très simple pour une entreprise qui désire s'impliquer. Bon, toi, tu es directrice des communications. Qui s'en occupe de ça, de cette gestion-là et de cette structure-là aussi? Parce qu'il faut mettre en place une structure pour accueillir des bénévoles et vous l'avez fait très bien, mais j'imagine que c'est un job d'équipe de faire ça. 100%. Donc, on est une très petite équipe. Mm-hmm. Donc, bien que je suis directrice des communications, je m'occupe aussi du bénévolat. Je m'occupe aussi... Tu sais, vous savez, les toutes autres tâches connexes là, dans le milieu communautaire, là, ça s'applique. Oui, effectivement. Donc, tout le monde met la main à la pâte. On travaille vraiment de près avec les opérations, autant avec les services administratifs. Nous, on est environ... là, en ce moment, on est 5 au niveau administratif. OK. Puis là, j'inclus les communications et la philanthropie là-dedans. Donc, on est très peu de personnes pour accomplir tout ça. Et c'est là aussi qu'on inclut des bénévoles. On inclut des bénévoles aussi au niveau administratif. Donc, on a des bénévoles qui font de l'entrée de données. On a des bénévoles qui participent à nos événements, qui vont nous aider à la planification, à l'organisation. Donc, ça nous permet vraiment d'être plus efficace puis d'avoir plus de gens qui travaillent toutes pour la même cause. On a parlé de philanthropie. Bon, on a la famille Ravanda qui a décidé de se joindre à vous pour une deuxième année. Mais au niveau philanthropique, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui? Parce que là, on sent que tout le monde essaie de tirer un peu la couverte de son bord. On a besoin des... D'ailleurs, bon, il y a un mouvement, là, le communautaire à bout, là, qui se met là, pour dire au gouvernement, regardez, là, nous, on est vraiment dans nos financements. C'est vraiment difficile. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là chez Moisson-Outaouais? Vous êtes évidemment plus gros, j'allais dire, parce que vous couvrez l'Outaouais en général, mais est-ce que c'est plus facile, justement, d'aller chercher des gros dons d'entreprises qui sont plus établies, là, des grosses entreprises? Il y a énormément de trafic philanthropique en Outaouais, donc assurément que tous les causes sont bonnes. Ouais. Je pense que, on parle pas de compétition, on est vraiment, je pense, tous des alliés, puis on travaille tous pour le bien de notre communauté. Donc, oui, c'est difficile d'aller chercher des dons majeurs parce que il y a tellement de sollicitations et il y a tellement d'opportunités. D'où l'importance d'avoir des bons liens avec ces donateurs, mais aussi d'innover comme, par exemple, le Réconfort en sac. Puis de garder en tête notre cause, notre besoin, puis de ne pas avoir peur aussi de demander de l'aide avec nos alliés. Tu sais, nous, on travaille beaucoup avec les autres organismes, puis on se partage nos trucs, on se partage des ressources aussi. Je pense que l'entraide, elle est nécessaire. Puis on va se le dire, nous, on a un financement de 7 % au niveau du gouvernement seulement. Donc 93 %, c'est vous qui allez le chercher, là. Exactement. Donc, on est dépendant de la générosité de la communauté. Donc, c'est important de garder ce lien-là avec le grand public, mais avec les donateurs aussi. Puis, ben, je pense que tout le monde le sait à quel point c'est difficile. Tu sais, les besoins sont là, sont grands. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle, mais là, on voit que les besoins d'aide alimentaire, là, ils ont atteint un point de rupture pratiquement. Là. C'est presque tout le monde qui a recours au service. Et on parle d'un budget total souhaité. Si je te dis, Marie-Pierre, il n'y a aucune limite de budget, tu aurais besoin de combien par année pour dire on règle, entre gros guillemets, le problème de la faim en Outaouais? J'imagine que c'est difficile à compter. Oh, puis ça serait quelques millions et peut-être même... Centaines de millions. Là. Exact. Écoutez, on a 52 organismes membres affiliés actuellement qui œuvrent tous en partie en lien avec l'insécurité alimentaire. Ce sont tous des organismes qui sont essentiels à la communauté. Plus tous les autres, tu sais, quand on parle d'initiatives peut-être un peu plus alternatives, tu sais, que ce soit par exemple des ateliers culinaires à faible coût, qui ne sont pas nécessairement dans notre réseau, mais qui sont aussi des organisations qui sont nécessaires à la communauté. Donc, ça serait énormément de sous. Puis, on voit que les besoins sont tellement grands. Puis là, bon, on le sait aussi avec la pression économique qu'on vit actuellement.
là, oui. on s'attend pas à ce que ça aille mieux demain matin. On a des emplois, des gens au fédéraux, des gens au fédéral qui perdent leur emploi. On a le gaz qui augmente, on a l'épicerie qui augmente. Donc, assurément que ça va avoir un impact sur nous, là. L'impact, justement, on en parlait du prix de l'essence, ça a un impact un peu partout. Dans le domaine alimentaire, on parle souvent de transport, donc puis quand le transport monte, tout monte. Est-ce que vous voyez l'impact, à partir de combien de temps ça prend pour voir un impact de l'augmentation du coût de l'essence, par exemple? Là, ça fait un mois à peu près là, que c'est parti un peu en vrille. Quand est-ce que vous allez voir cet impact-là? Ça va se faire très rapidement. Dans les prochaines semaines, ça va être critique pour notre réseau parce que de plus en plus de gens, Sylvain, ils vivent de paye en paye. Ils se fient énormément sur les rentrées d'argent qui vont arriver. Puis, tu sais, c'est vraiment aussi au niveau des logements qui sont plus abordables. Donc, les gens, tu sais, si tu as 60, 80 $ de plus qui doit partir dans l'essence dans une semaine, mais que tu es déjà dollar pour dollar, c'est sûr que ça va te faire chavirer puis tu vas avoir besoin d'aide à un moment donné. Donc, très rapidement, là, et puis même, je parlais avec un organisme hier, puis elle me disait là, qu'elle voyait puis elle l'entendait là, dans le discours qui était en train de changer. Donc, dans les prochaines semaines, ça va être très critique s'il y a rien qui se passe. Et en plus, on vient de recevoir les augmentations de loyer, certaines augmentations qui vont peut-être faire friser quelqu'un. On parlait de 60 à 80 $, mettons, par mois, mais 60-80 $ par mois, c'est quelque chose qui ne va pas, exemple donné, dans l'épicerie. Donc, on coupe facilement dans l'épicerie et ça devient pratiquement problématique parce que là, on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Et les organismes ont une pression aussi. Est-ce que vous sentez cette, détresse-là des organismes? Oui, on le sent. Et on le sent de plus en plus parce que ça fait longtemps que ça dure. On a eu le gros boom pendant la pandémie. Après ça, on a senti que ça avait envie de se stabiliser, mais on a senti que la détresse était toujours là. Et puis, c'est des cas qui sont de plus en plus difficiles. On a de plus en plus de gens qui sont en détresse sévère. Donc, ces gens-là, ils viennent bien sûr chercher de l'aide alimentaire, mais ils ont besoin aussi de parler. Il y a de plus en plus de services d'aide alimentaire qui vont offrir aussi le service d'intervenant. Donc, ça devient que ça prend du temps dans une journée. Puis c'est un travail qui est humain. Donc, on se doit de le faire, on se doit de bien le faire, mais il reste que c'est pas toujours... On dirait que des fois, ça dépasse un peu nos limites. T'sais, on est financé pour faire de l'aide alimentaire, puis on se ramasse à faire souvent... L'intervention sociale. Exactement. Puis, je pense qu'on est aussi en première ligne. T'sais, on est en prévention de ces gens-là qui peut-être se ramasseraient à l'urgence autrement, puis nous, on est là. Donc, je pense que cette reconnaissance-là, elle est nécessaire. Puis c'est pour ça que nous, on appuie aussi le mouvement du communautaire à bout, parce qu'à un moment donné, il faut que ça cesse, puis il faut que le milieu communautaire soit reconnu pour ses efforts. Parce que le milieu communautaire va faire des choses, puis j'en parlais avec plusieurs organismes, peut-être un peu plus rapidement, on se revire de bord sur un 10 cents plutôt que le gros paquebot gouvernemental qui doit être là, qui doit avoir un support, mais le filet social que sont les organismes communautaires, ils ont de la misère. Le filet commence à avoir des trous et on le voit partout là, que le filet commence à avoir des trous, des programmes qui étaient très, très bien, qui commencent à être cancellés faute de moyens. Vous, chez Moisson-Outaouais, la priorité, c'est de donner à ces organismes-là, mais j'imagine que vous aussi, il n'y a pas de folie à faire là, au niveau budgétaire. Là. Non, il n'y a pas de folie du tout. Puis, en même temps, nous aussi, on le ressent. On a des organismes qui ont commencé aussi à réduire leurs services ou à faire des changements parce que, soit le financement ou l'épuisement, parce qu'il n'y a pas plus de financement, mais il y a plus de demandes. La demande, le portrait de la clientèle change. On n'a pas de mesures d'adaptation. Donc, tu sais, pensons à un organisme qui était ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 16h, qui maintenant dessert des travailleurs. Donc, comment on fait pour desservir des travailleurs si on est ouvert de 8 à 16 heures? Donc, il faut ouvrir de soir, il faut ouvrir de week-end, il faut être créatif. Des employés, ça prend... Exactement. C'est dur à trouver aussi. Exactement. Donc là, ça demande vraiment une créativité, une transition, puis ce besoin-là, il est urgent dans nos organismes, puis ça prend du financement pour le faire. À quel point, on parlait de point de rupture, là, à quel point on est rendu? Est-ce que c'est pratiquement une catastrophe qu'on est en train de vivre là, présentement? S'il y a quelque chose qui éclate en quelque part, on tient avec la broche?
Tu sais, loin de moi d'être dans l'envie d'être alarmiste. Ouais. Mais oui, on est rendu vraiment à un point où on doit avoir des changements. Les organismes les personnes qui y travaillent sont fatiguées aussi. Oui, ça fait longtemps qu'ils traînent cette charge-là. On travaille avec peu de moyens. Des fois, on visite, je pense, au centre de sécurité alimentaire de Gatineau, qui va déménager là, dans quelques jours. Son bureau, là, Sylvain, c'est même pas studio ici, là. Non, c'est même pas un quart du studio d'ici. Wow. Puis, il n'y a pas de fenêtre. Puis, le téléphone, ils sont 4-5 dans ce bureau-là. C'est quand même assez impressionnant. Puis, ils reçoivent là, des centaines de personnes par mois, ces gens-là. Là. Donc, ils travaillent vraiment avec pratiquement rien. Puis ça, à terme, je pense que ça devient épuisant là, pour le réseau. Vous avez une bonne structure pour pallier un peu à ces imprévus-là sociétaux là, qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, d'ailleurs. Donc, j'imagine que c'est une révision de tous les instants à chaque fois. Dire, OK, est-ce que notre processus est vraiment optimisé, là? Oui, effectivement. Donc, c'est un travail à temps plein. Là, on s'assure vraiment que, premièrement, les services qu'on offre, ils sont toujours adéquats. Oui. Parce que ça aussi, il faut s'assurer, c'est bien beau de partir des initiatives ou des services, mais il faut s'assurer que ça réponde à un besoin. Donc, c'est vraiment, chez nous, on s'assure que tout est sous contrôle. On optimise les routes, que ce soit pour la livraison aux organismes, que pour la récupération. Donc, tout est 100% optimisé. On parlait du prix de l'essence. Des camions, ça roule à l'essence, évidemment. Effectivement. Donc, on s'assure que tout est optimisé pour s'assurer que le service là, soit le meilleur service qu'on peut offrir. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Marie-Pierre, parce que c'est un service essentiel que vous offrez chez Moisson Outaouais. On le voit bien, là, 52 organismes qui en bénéficient. Et de voir que cette opération-là est aussi bien structurée, c'est rassurant parce que quand on voit la demande qui est là, c'est sûr qu'on espère que l'organisme qui chapeaute tout ça soit le plus efficace possible. Vous l'êtes. Merci beaucoup d'avoir été là, Marie-Pierre Chaput, directrice des communications chez Moisson Outaouais. Merci. Merci, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 38 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Marie-Pierre Chaput, directrice des communications de Moisson Outaouais. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube, ainsi que notre groupe Facebook qui bat son plein TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officielles, auquel vous pouvez vous abonner pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.